Amis de M, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer un invité de marque qui nous fait le plaisir de nous rendre visite ici à Montréal. Il s'agit de Monsieur André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc. Monsieur André Azoulay, je vous souhaite la bienvenue. Marhaba bik à Montréal. Shukran jazilan. Alors, première question, c'est une question classique que je pose à tous mes invités. C'est comment vous trouvez Montréal? Écoutez, je regrette de ne pas y venir plus souvent parce que je suis très attaché, comme vous le savez, à la diversité culturelle et je trouve que le Québec et Montréal en particulier expriment l'art de tous les possibles quand on fait en sorte de faire ici se converger, se rencontrer pour créer ensemble, vivre ensemble. Et Montréal, de ce point de vue-là, a été et reste, je crois, un espace privilégié de convergence et d'altérité. Donc chaque fois que j'y suis, je déguste cette capacité à la fois d'accueillir et de s'intéresser aux autres, à tous les autres. Super. Et là, donc, vous êtes sur un très bon terrain là pour justement passer un message de paix et pour justement parler de l'expérience marocaine en termes de tolérance et de respect mutuel. Et donc là, vous êtes dans le cadre pour présenter une conférence. Et pour être précis et fidèle à l'intitulé officiel, c'est Maroc, une autre histoire pour un autre futur en terre d'islam. Alors, M. Azoulay, est-ce que vous pouvez nous résumer un peu votre intervention? Je voudrais surtout témoigner de la capacité qu'a notre pays aujourd'hui dans un temps et dans un espace qui sont ceux de la régression, de l'archaïsme, du retour de toutes les vieilles peurs, de la fracture, et donc de cette capacité qu'a le Maroc dans ce moment précis de faire converger, se rencontrer, se fondre dans la relation sociale et dans la communauté nationale, toutes les branches, toutes les dimensions et toutes les civilisations qui ont modelé, façonné et nourri la réalité nationale marocaine. Et notre constitution, celle qui a été votée en juillet 2011, est un exemple pour le monde entier, puisqu'elle dit que le Maroc, dans sa réalité d'aujourd'hui, dans sa dimension contemporaine, a été historiquement nourri, forgé et ciselé par la civilisation berbère, par la civilisation juive, par la civilisation arabo-musulmane, par la civilisation hassanie et par l'Andalousie. La Constitution consacre cette diversité. Et ça n'est pas anecdotique. Le Maroc, là, dans le concert des nations, envoie ce signal à la fois de l'art de tous les possibles et s'agissant de la relation entre juifs et musulmans,
exprime cette réalité que notre histoire a portée pendant des siècles, plus d'un millénaire, de proximité, de convivialité, de respect mutuel et de communauté entre islam et judaïsme. Et je crois qu'il est important que cette leçon marocaine, leçon au terme de l'enseignement qu'elle exprime, soit connue du plus grand nombre. Et quand on m'a proposé de venir parler à Montréal, j'ai choisi ce thème. Parce que je voudrais que les Canadiens et notre communauté, qui est ici fécondée par ces deux branches, musulmanes et juifs, prennent la juste mesure de cette singularité, de cette exemplarité et de cette réalité marocaine. C'est notre héritage et c'est notre privilège, mais c'est aussi notre responsabilité que de le dire aux autres à un moment où malheureusement la lecture de la relation judéo-musulmane se lie par le plus grand nombre plutôt au gré des conflits ou d'une actualité qui n'est pas la plus exaltante. Au Maroc, nous exprimons une autre histoire, d'autres promesses, et je suis très heureux de pouvoir ici en partager le témoignage avec mes amis. Nous aussi, on est heureux aussi que quelqu'un comme vous, avec votre expérience et votre analyse, votre vision également, nous apporte et nous rappelle aussi ces valeurs marocaines que je suis sûr, et d'ailleurs on est appelé, justement en tant que communauté marocaine, donc en tant que musulmans et juifs, à rappeler à nos enfants, mais à rappeler aussi à notre société comme quoi des conflits politiques ou autres ne nous déchirent pas, au contraire, ils nous appellent à réfléchir. Justement, vous avez parlé de responsabilité, et j'aimerais savoir, selon vous, M. Azoulay, quels sont les ingrédients qui feraient que, au-delà des alliés géopolitiques, la diaspora marocaine à travers le monde, et particulièrement ici au Canada et en Amérique du Nord, comment elle pourrait perpétuer cette exception marocaine et ces valeurs marocaines, malheureusement de plus en plus en perte à travers le monde? Moi, je crois beaucoup en pédagogie, à la pédagogie en politique. Il faut que chacun d'entre nous témoigne, s'exprime. Et il faut que nous ayons cette générosité, si je puis m'exprimer ainsi, de prendre une partie de notre temps à chacun pour dire autour de nous, dans nos familles, dans nos cercles professionnels, à tout niveau, de dire notre histoire complète, sans la mutiler, sans masquer quoi que ce soit. Et en disant justement pourquoi cette réalité marocaine a résisté à tous les chocs, a résisté au départ de beaucoup d'entre nous. Oui. Mais quand on parle justement de la relation entre islam et judaïsme, certains vous disent immédiatement, mais les juifs, il n'y a plus que 3000 au Maroc, si ce que vous nous dites. Mais ce n'est pas ça le plus intéressant ni le plus important. Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a aujourd'hui à peu près 1 million de juifs de par le monde qui s'identifient au Maroc en tant que leur... Voilà. Et vous le voyez au Canada, effectivement, avec éclat. Et donc, c'est cela, moi, qui me paraît à la fois le plus fort et le plus prometteur pour demain. Parce que génération après génération, cette marocanité qui s'exprime à la fois par les valeurs que nous préservons et qui sont l'héritage que nous avons reçu de nos parents. Ces valeurs sont toujours présentes, sont toujours vivaces, et nous préservons notre langue, nous préservons notre musique, notre cuisine et notre capacité à conjuguer toutes ces facettes de notre personnalité. Oui. Il n'y a pas de conflit
interne. On est juste nous-mêmes. On est nous-mêmes et on est riche de tout cela. Absolument, et fiers aussi. Riche, fier, et je crois que on a aussi le devoir d'être responsable parce que on peut y trouver un plaisir personnel ou communautaire ou collectif dans nos espaces marocains, mais nous avons le devoir de le dire aux autres, de dire que ça existe. On a besoin que les autres sachent qu'au Maroc, c'est une autre histoire entre islam et judaïsme, et c'est un autre futur qui se construit là. Parce qu'aujourd'hui, cette capacité à la fois de résister à l'amnésie et d'être ensemble, elle est le fruit d'un consensus national. Ce n'est pas une catégorie sociale, ce n'est pas une réalité dictée par la politique. C'est une réalité choisie, voulue, comprise. On a eu des problèmes, mais on a intégré tout cela. Nous n'avons aucun complexe ni aucune frilosité à dire les difficultés que nous avons rencontrées. Et nous ne laissons personne le soin de le dire pour nous. Nous le disons et nous avons recontextualisé tout cela, relativisé tout cela. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce moment, je crois, exceptionnellement prometteur de ce consensus national qui fait notre force et qui donne toute sa légitimité à cette histoire différente que le Maroc exprime quand il s'agit de la relation entre judaïsme et islam. Excellent. Et alors moi, ce que j'ai retenu, ce qui m'a aussi plu dans l'intitulé de votre conférence, c'est que j'ai l'impression qu'on veut aller de l'avant avec notre histoire. On veut comme transmettre et mettre l'accent aussi sur les générations futures. Bien sûr. Parce que c'est très important que de vraiment de refaire vivre cette expérience-là à nos jeunes et via donc une lecture, une nouvelle, d'ailleurs vous le dites, donc une lecture nouvelle de l'histoire et ça. Donc je trouve que promesse et puis je suis très heureux que ce soit l'association Mémoire et Dialogue qui se crée à Montréal, au Canada, sur ce chemin de traverse qui fait toute la profondeur et toute la force de cette relation entre islam et judaïsme au Maroc, parce qu'elle est à la fois d'une intégrité intellectuelle et d'une honnêteté intellectuelle exemplaire. Et puis je suis très heureux que s'il y ait cette référence au groupe que j'avais créé au mouvement que j'avais créé en 1973 qui s'appelait Identité et Dialogue à l'époque pour les mêmes combats, pour la même marche, que j'avais créé à Paris. Je vivais à Paris à l'époque et qui était un groupe qui s'était créé, fait d'intellectuels juifs orientaux mais largement marocains en majorité, pour justement déjà à l'époque se mobiliser pour deux États, un État palestinien et un État d'Israël, mais avec les mêmes valeurs de dignité, de liberté. Il n'y a pas de dignité à double vitesse et il n'y a pas de justice ou de liberté qui se conjuguent différemment pour les uns et les autres. Et cet engagement qui avait été mis à l'époque, il était nourri par la façon dont le Maroc m'avait appris à être juif avec mes rabbins, mes instituteurs, à Essaouira et Mogador, et la façon dont j'avais pris à être juif, c'est d'abord de respecter l'autre. Et l'autre, pour moi, aujourd'hui, c'est le Palestinien, parce qu'il est privé, justement, de ses droits fondamentaux. Et nous avons, nous, la responsabilité, marocains, juifs et musulmans, ensemble, comme c'est le cas pour Mémoire et Dialogue, d'imposer ou de travailler ou de sensibiliser ou de militer pour que la raison soit retrouvée et que le peuple palestinien rétabli dans son État et vivant à côté de l'État d'Israël, c'est la meilleure garantie pour les uns et les autres et pour les générations futures des deux côtés de vivre en paix, de vivre en sécurité et de vivre dans la dignité. C'est notre responsabilité à nous, Marocains, et c'est notre apport.
C'est notre force aussi que Ouais. d'avoir cette approche-là. Et je pense que c'est la voie de la sagesse. Tout à l'heure, par des formations professionnelles, j'ai capté quelque chose là dans vos discussions avec les gens qui sont nombreux ici. Donc, d'un futur musée de la civilisation juive au Maroc, donc à Essaouira. Essaouira, en fait, vous le savez, voilà, je suis très attaché à la renaissance de ma ville et c'est une renaissance qui doit beaucoup à la fois à la culture, à l'histoire, aux valeurs, au patrimoine et à l'art de créer ensemble. Et il y a une très grande histoire juive à Essaouira qui est partie constituante de l'histoire du Maroc, bien évidemment. Et donc, je citais à ses amis deux éléments que l'on trouve malheureusement dans aucun livre d'histoire, qui ne sont enseignés nulle part. Le fait, par exemple, que le premier élu de confession juive de l'histoire des États-Unis, rédacteur, qui a été l'un des rédacteurs de la première constitution marocaine, la première constitution américaine, c'est un Marocain de confession juive qui est parti d'Essaouira à l'époque, et dont le père, qui était le chef de famille, a écrit le premier livre abolitionniste de l'histoire des États-Unis, appelant à la fin de l'esclavage aux États-Unis. Donc ça a reflété ce qu'était déjà l'état de modernité sociale Ce sont des faits occultés qu'on ne connaît pas. Voilà. Et donc ce musée le dira. Et il dira beaucoup d'autres éléments qui sont à mettre bien sûr à l'actif et à l'honneur de notre communauté nationale, musulmans et juifs réunis. Ça fera vraiment plaisir à notre chaîne de visiter le musée, oui, pour le faire connaître et le transmettre. Ah oui, ça me fera plaisir. قناة M من مونريال دائما منكم معكم. وإليكم. Monsieur André Azoulay, il y a deux autres questions à vous poser. D'abord, une question large, c'est juste pour nous enquérir un peu de nos familles au Maroc. Comment va le Maroc? Le Maroc va bien. Le Maroc va bien. Le Maroc est dans une dynamique à la fois de la réforme, du consensus sur l'essentiel et le leadership de Sa Majesté le Roi et sa vision pionnière et toujours en avance d'une réforme par rapport à beaucoup d'autres pays de la région, fait que notre pays aujourd'hui impose son leadership dans la région et je crois, réalise une performance dans l'équilibre que nous avons trouvé entre cette dynamique de la réforme qui est maintenant la caractéristique essentielle de notre État et de notre royaume. Et cette dynamique de la réforme, elle est à la fois politique, elle est économique, elle est sociale, elle est ambitieuse, elle donne ses premiers fruits, le chemin est long, mais la courbe ne s'est jamais inversée. Et je crois que la communauté des nations aujourd'hui prend la juste mesure de ce que le Maroc fait, de ce que le Maroc représente, de ce que le Maroc peut apporter à la communauté internationale. Et dans la région, je crois que le leadership marocain est aujourd'hui une réalité que personne ne peut contester et il est enraciné dans les réformes qui sont mises en œuvre et dans les résultats que nous obtenons. Donc, la
Et nous, ici en tant que Marocains, qu'on soit juif ou musulman, on est tellement fiers des avancées du Maroc et la voie qu'il a prise justement pour consolider la pratique démocratique. Monsieur Azoulay, vous êtes conseiller, aujourd'hui vous êtes conférencier, mais est-ce que vous accepterez aussi d'assumer le rôle de messager? Bien sûr, bien Alors, évidemment. voilà, parce qu'on est tellement jaloux de notre civilisation, de notre culture, on était tellement fiers de l'ouverture par Son Altesse Lalla Hasna de la Maison du Maroc, Dar el-Maghrib. Mais malheureusement, on était tellement déçus parce qu'au bout de 2 ans, moins de 2 ans, il était fermé. Alors, on n'a pas trouvé vraiment réponse à nos questions. Pourquoi ça a été fermé? On sait qu'il y a des problèmes, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va ouvrir. Et c'est une grande déception que ce soit pour nous en tant que Marocains, mais aussi pour les Québécois, pour les journalistes, pour beaucoup de Le monde. problème qu'on m'a entretenu dès mon arrivée ici et comptez sur moi pour en faire le message une fois rentré, parce que je crois effectivement qu'aucun d'entre nous n'a le droit d'accepter que voilà, cet investissement qui a été fait en soit réduit à ce gâchis et que le moment est venu certainement de réagir et de redonner tout son lustre et toute sa réalité à l'action de cette maison, monsieur. Voilà, parce que c'était une belle vitrine justement pour retransmettre nos valeurs marocaines et judéo-marocaines, judéo-musulmanes aussi, absolument, que ce soit aux Québécois, à la société canadienne et à nos générations futures. Monsieur André Azoulay, merci infiniment. Voilà, amis de M, merci de votre attention et à très bientôt. Que donc, le Marocain que je suis, juif de confession et d'identité, n'a aucun complexe, aucun état d'âme, aucune frilosité quand je revendique mon identité, quand je revendique et affirme ma marocanité, quand je résiste à ceux qui veulent ignorer ou veulent mutiler et amputer leur propre déterminisme historique et voir le Maroc qui serait un Maroc à pensée unique et à histoire recomposée en fonction des aléas de l'instant. Ceux-là sont mes premiers adversaires parce qu'ils mutilent mon histoire. Et ils veulent me priver de sa richesse. Ils veulent m'ignorer parce que j'introduis dans la diversité que j'incarne, et le jeu étant un jeu minuscule, il est celui de la collectivité, bien sûr. Ils veulent ignorer cette diversité et cette très riche complexité qui caractérise notre société. Ce débat n'a pas été un débat simple au Maroc. Et la première chose que je voudrais dire, soit parce que vous ne pouvez pas imaginer à la fois le bonheur, la fierté et le réconfort et l'espoir que je tire de ce passage à Montréal quand je vois Mémoire et Dialogue se mettre en place et s'affirmer dans la filiation qui a été celle d'Identité et Dialogue, le groupe que j'ai eu le privilège de créer en 1973 à Paris, avec un certain nombre d'amis juifs marocains ou juifs séfarades en général, et créé avec une approche qui a été celle à la fois de l'audace, du politiquement incorrect de l'époque, parce que nous avions, dès ce moment-là, et cela fait maintenant
presque un demi-siècle, dit que notre façon d'être juif passait par notre mobilisation aux côtés du peuple palestinien. Et nous l'avons dit à partir de deux postulats. Le premier, c'est que moi, la façon dont mes rabbins, je suis heureux de saluer ici dans notre salle quelques rabbins qui sont avec nous, la façon dont mes rabbins à Essaouira, à Mogador, m'ont appris à être juif, et ce que mes instituteurs à l'Alliance israélite universelle m'ont aussi appris, c'était d'abord d'accepter l'autre, d'être curieux de l'autre, et de faire en sorte que cette altérité soit déterminée par la capacité que l'on nous a enseignée très tôt, très vite, cette capacité que nous avions à faire en sorte que l'autre soit en mesure de partager ou de bénéficier du même statut que chacun d'entre nous avait l'ambition de vivre. Notre dignité était fonction de la dignité de l'autre. Notre liberté était conditionnée par la liberté de l'autre. La justice que nous voulions ne pouvait pas avoir de sens si l'autre qui était en face de nous en était privé. Et l'autre, pour moi et pour mes autres amis d'Identité et Dialogue, dans notre imaginaire, l'autre est palestinien. Et donc notre judaïsme, nous l'avons voulu dans cette perspective, et nous avons senti que notre judaïsme serait menacé, en danger, si nous ne nous mobilisions pas pour qu'un État palestinien s'installe à côté de l'État d'Israël. Parce que, pour vous dire la vérité, cet engagement n'était pas celui du pacifisme, il était celui de l'égoïsme. En me mobilisant pour le peuple palestinien, j'avais le sentiment de me mobiliser et de faire de mon mieux pour l'État d'Israël. Parce que je suis soucieux de la pérennité, de la sécurité de l'État d'Israël. Et je pense que cette sécurité, cette pérennité sont fonction et sont conditionnées par la présence à ses côtés d'un État palestinien souverain, doté des mêmes attributs. Et l'une des dimensions que je veux chaque fois expliquer, parce que une démarche comme celle que va entreprendre Mémoire et Dialogue, comme celle que nous avons entreprise il y a longtemps, elle passe d'abord par la vérité. Et je voudrais dire ici à mes compatriotes marocains, juifs et musulmans, qu'il n'y a aucun problème et aucune frilosité à avoir à dire la vérité entière. Moi, je n'ai aucun problème à dire à mes compatriotes musulmans que j'ai le souci de la sécurité et de la pérennité de l'État d'Israël. Et j'accepte que mes compatriotes musulmans me disent, sans la moindre restriction, leur souci, leur désir, leur combat pour le peuple palestinien. Il n'y a aucune raison que nous censurions nos propos, nos pensées, nos choix et nos préoccupations. Au contraire, c'est parce que nous nous disons tout, parce que nous avons un discours qui est celui de la vérité, parce que nous refusons les artifices ou les compromissions de l'instant, que nous sommes forts. Et il faut que cette voie de la pédagogie basée sur un discours de vérité se poursuive, s'élargisse et se propage.
trop souvent, nous nous retrouvons soit dans la nostalgie pour certains, c'est ce qui n'a jamais été mon cas, pour dire nous sommes frères. Mais on laisse au vestiaire les sujets qui fâchent. Je crois que là, c'est le pire des dangers. Il faut parler de tout, il faut tout se dire, et ce discours complet, ce discours de vérité, il est celui qui va forger le succès de demain. Je veux continuer à parcourir, et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons créé ce groupe qui a été mentionné tout à l'heure, que vous mentionniez, Aladdin pour la lampe, qui éclaire le chemin. Aladdin, c'est pour dire aux Occidentaux et au monde juif cette histoire de l'accueil que le monde arabo-musulman a fait aux Juifs quand l'essentiel était en cause, quand il s'agissait de survie. Et cette histoire-là n'est enseignée nulle part. Il n'y a pas de fondation, il n'y a pas d'université, il n'y a pas de think tank qui le disent. Donc il a fallu y remédier. Et Aladdin a été créé pour cela. Et nous avons le devoir de témoigner. Nous avons le devoir de témoigner pour dire qu'il y a autre chose entre islam et judaïsme que l'actualité au quotidien. Il y a autre chose que cette perspective qui nous est offerte, qui est celle d'une sorte de fatalité de la fracture ou de la confrontation. Celle aussi de la confusion, quand en parlant de problèmes politiques au Moyen-Orient, on veut parler de religion et d'islam et de judaïsme. Ceux qui prennent en otage nos religions pour les instrumentaliser politiquement sont ceux justement qui ne veulent pas de solution aux problèmes évoqués. Si on veut donner une réponse religieuse à des problèmes politiques, bien évidemment, cela veut dire qu'on ne veut pas que ces problèmes aient la réponse politique qui s'impose. Et je crois que le résultat qui est le nôtre aujourd'hui, ce choix que le Maroc a fait et qui s'est imposé, ce choix qui est celui de la modernité sociale, celui de l'ouverture, celui de la capacité qui peut venir du Sud, aujourd'hui, du Sud de la Méditerranée, pour dire aux autres, attention, la situation est beaucoup plus complexe que l'on vient de dire. Le choix que beaucoup d'entre nous ont fait de résister à l'islamophobie ambiante. Et nous sommes nombreux à dire qu'il n'y a pas de résistance possible à l'antisémitisme s'il n'y a pas le même engagement, avec la même force, la même profondeur, pour résister à l'islamophobie. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. C'est le même combat et ce sont les mêmes adversaires. Par rapport à la question que vous me posiez sur les deux États, je ne vais pas me lancer là-dedans parce que vous avez expliqué l'échec de la communauté des nations en deux mots là-dessus, mais moi je n'ai rien d'autre à vous dire que la confiance que j'ai que cette solution s'imposera, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas d'autre alternative. Tous les autres scénarios sont des scénarios catastrophes. Perdant-perdant pour tous. Moi, pour ce qui me concerne, ça fait longtemps que dans ma tête, j'ai mis un drapeau palestinien. Et c'est comme cela que je me sens encore plus juif que jamais. Moi, je n'attends pas que la communauté des nations reconnaisse l'État de Palestine. Il est là déjà chez moi. Et c'est comme cela que je continue et que j'ai la capacité, malgré tous ces échecs, malgré toutes ces occasions ratées, malgré tous ces rendez-vous manqués, de ne pas arrêter ce combat. Et j'espère simplement que la société civile saura mieux faire que les politiques.
Jusqu'à présent, ils ont échoué. Nous avons été très très près de la paix. Et je suis fier, en tant que Marocain, que nous ayons organisé la dernière grande conférence où pratiquement tout avait été réglé. C'était quelques semaines, quelques mois avant que Yitzhak Rabin ne soit assassiné. Et il a été assassiné parce que la conférence d'octobre 1994 à Casablanca avait vraiment finalisé tous les termes de la paix. Et que ceux qui ont voulu assassiner cette paix ne se sont pas trompés. En tuant Rabin, ils ont tué la paix. Enfin, ils l'ont tuée, ils l'ont largement compromise, elle n'est pas morte, et moi je pense que c'est les signaux qui viendront de nos sociétés civiles qui redonneront ces chances à la paix.